Un missile nucléaire pouvant voler à très basse altitude, manœuvrer si bien autour des défenses antimissiles qu'il ne soit jamais détecté et patrouiller pendant plusieurs jours en attendant le moment idéal pour frapper. Ça ressemble au rêve d'un commandant ou à un cauchemar si vous êtes de l'autre côté. Eh bien, c'est exactement ce que la Russie affirme avoir accompli avec le missile 9M-SEPT 130 Bourevestnik, également connu sous le nom de Skyfall, heureusement, dans les cercles de l'OTAN. Propulsée par un réacteur nucléaire et équipée d'une ogive nucléaire, cette arme, la première de son genre, pourrait en théorie contourner complètement les systèmes de défense antimissiles, du moins selon Vladimir Poutine. Un autre aspect de cette médaille décrit les missiles à propulsion nucléaire comme le cauchemar des ingénieurs, une masse instable et incontrôlable susceptible d'être abattue par les moindres variations du flux d'air. Et le Skyfall, considéré en Russie comme la seconde venue du bombardier Sahar, pourrait bien remplir toutes ces conditions. Le pourquoi et le comment ? On comprend aisément pourquoi la Russie ou toute grande puissance militaire voudrait un missile à propulsion nucléaire. Contrairement aux missiles à fusée classiques, ceux à propulsion nucléaire ont une portée et un temps de vol théoriquement illimités. Le missile serait tout de même quelque peu limité en raison de la durabilité des autres composants non nucléaires de l'arme, mais en ce qui concerne la force motrice principale du missile, il pourrait faire le tour du globe encore et encore avant de frapper. Un missile doté de ce type de capacité pourrait être lancé loin de la zone défensive de la cible et minimiser les risques d'être abattu. De plus, associé à des systèmes de détection avancés et à une IA contrôlant les communications et le missile, il pourrait analyser et éviter les défenses ennemies, puis patrouiller jusqu'au moment idéal pour frapper. À titre de comparaison, le missile actuellement en service ayant la plus grande portée, du moins à notre connaissance, est le missile balistique intercontinental super lourd russe, le RS-28 Sarmat, qui a été présenté aux côtés du Skyfall. Il affiche une portée de 18 000 km, 11 000 miles. L'équivalent américain du Sarmat est le LGM-30 Minuteman, dont la dernière version, le Minuteman III, a une portée d'environ 14 000 km, soit 8 700 miles. Cela signifie que le Sarmat pourrait facilement parcourir la distance de Moscou à la Nouvelle-Zélande et que le Minuteman III pourrait voler de New York au Cap, et les deux missiles auraient encore assez de carburant pour 1500 km supplémentaires. Ce calcul ne prend pas en compte la trajectoire en arc des missiles, ni leur vol suborbital, mais c'est à peu près la portée dont nous parlons avec les ICBM conventionnels les plus développés. Le bureau Vestnik les surpasse tous largement. Les Russes ont commencé à développer ce projet pendant la guerre froide. À l'époque, l'URSS et les États-Unis travaillaient tous deux d'arrache-pied pour développer des avions à propulsion nucléaire. Cela incluait à la fois des avions de combat et des missiles. L'idée, bien que prometteuse, a été abandonnée car les ICBM conventionnels et les sous-marins nucléaires ont rendu ces concepts obsolètes. Aucune des deux puissances n'a mis en service d'avions nucléaires opérationnels. Avançons jusqu'en 2001 lorsque les États-Unis se retirent du traité sur les missiles antibalistiques de 1972 et que la Russie décide de reprendre l'idée soviétique des missiles à propulsion nucléaire. Après tout, les connaissances et les plans existaient déjà, et il ne leur restait plus qu'à transformer les plans en réalité. La théorie selon laquelle le missile à propulsion nucléaire n'est rien d'autre qu'une résurgence d'une idée soviétique a été avancée par le professeur Mark Galeotti, un éminent analyste de la Russie au Royal United Services Institute, qui a décrit cela comme une idée ressortie des cartons et relancée grâce à de nouveaux investissements. Vladimir Poutine lui-même a déclaré ouvertement que le missile du bureau d'Esnik est, en termes de taille, comparable au missile de croisière Cache-Santin, qui est en développement depuis les années 1990 et est entré en service dans les années 2010. Contrairement au Cache-Santin qui fonctionne au carburant pour réacteur, le bureau Vestnik est équipé d'une petite unité de propulsion nucléaire qui l'alimente pendant la majeure partie du vol du missile, tandis qu'un petit propulseur est nécessaire pour le faire décoller au départ. Le premier missile au monde à propulsion nucléaire, et en général le premier aéronef à propulsion nucléaire de tout type, fait environ 1,5 fois à 2 fois la taille du Kh-Santin. Il mesure environ 12 mètres, soit 39 pieds et 4 pouces au lancement, mais 9 mètres, soit presque 30 pieds, après que les propulseurs ont été largués. Selon des rapports de journalistes russes, le nez du missile a la forme d'une ellipse et il mesure environ 1 par 1,5 mètres, soit 3,3 par 4,9 pieds. Le poids du bureau d'Esnik n'a pas été rendu officiel, mais des journalistes militaires pensent qu'il pourrait être jusqu'à 10 fois plus lourd que le Kh-Santin qui pèse lui-même 2400 kg, soit 5300 livres. Nous parlons donc d'environ 24 tonnes métriques. Le Cache-Santin pouvait être lancé depuis les bombardiers stratégiques Tu-160 et Du-95, mais cela est impossible avec le Burevestnik en raison de sa masse. En 2018, Poutine a annoncé toute une série de nouvelles armes russes lors d'un discours étrange de 2 heures au Kremlin, au cours duquel il a été interrompu à quelques minutes d'intervalle par les applaudissements du public.
En plus de nous faire bien rire avec tout l'audio, cela s'est également présenté le nouveau missile à propulsion nucléaire, ce qui était bien plus effrayant. La démonstration montre le missile tiré d'une plateforme inclinée, suggérant qu'il ne sera pas lancé depuis des avions de combat. D'après les journalistes russes, le missile décolle grâce à un moteur fusée à propergol solide, puis utilise un statoréacteur nucléaire en vol. La plateforme américaine de renseignement géopolitique Stratfor rapporte que le Burevestnik utilise plutôt un propulseur à carburant liquide et un turboréacteur. Quelle était la différence ? Les deux types de moteurs ont besoin que l'air soit comprimé avant d'être mélangé au carburant. Les turboréacteurs compriment l'air avec des ventilateurs rapides, alors que les statoréacteurs utilisent la vitesse de l'appareil pour le comprimer. Le souci avec eux, c'est que les statoréacteurs exigent une vitesse élevée. Un avion doit voler entre Mach 3 et Mach 6 pour qu'il soit efficace. C'est pourquoi on pensait d'abord que le Burevestnik était un missile bien plus rapide. C'est en fait un missile subsonique, selon James Oakenhall, ex-chef du renseignement de la défense britannique. Il vole donc à une vitesse inférieure à celle du son. S'il utilise un statoréacteur, le moteur peut fonctionner à une vitesse aussi basse, mais il ne sera pas du tout à son rendement optimal. Cela étant dit, nous ne connaissons vraiment pas sa vitesse, et nous ne le saurons pas avant sa première utilisation ou jusqu'à ce que la Russie rende l'information publique. Mais pour l'instant, nous partons du principe qu'il est subsonique. La manière précise d'utiliser le réacteur nucléaire reste inconnue, mais d'après Chris Spedding, analyste du British American Security Information Council, un groupe de réflexion britannique sur la sécurité nucléaire, deux options existent, dont la conception en boucle ouverte. Avec cette conception, l'air traverserait le réacteur, se réchaufferait, se dilaterait et propulserait le missile. Le problème avec la conception en boucle ouverte est qu'elle entraînerait la sortie de particules radioactives par l'échappement et, en fait, exposerait aux radiations tout ce qui et tous ceux qui se trouveraient sous le missile. Pour être clair, l'air lui-même ne serait pas irradié ou dangereux. Cependant, les matériaux du réacteur se dégraderaient à cause de la chaleur intense, de la pression et du fonctionnement, ce qui provoquerait le détachement de minuscules particules qui sortiraient par l'échappement. Ces particules seraient très radioactives et dangereuses. Une conception en boucle ouverte serait aussi bien plus grande qu'une en boucle fermée. Pour l'aérodynamisme, plus c'est petit, mieux c'est, mais ce serait aussi plus lourd. Les débits d'air plus élevés exigeraient de plus de carburant pour atteindre la masse critique, augmentant ainsi le poids total du missile. La conception en circuit fermé isolerait le réacteur du flux d'air. L'échangeur de chaleur transférerait la chaleur au flux d'air, le dilaterait et propulserait le missile. Un réacteur en circuit fermé serait plus léger, mais les échangeurs de chaleur alourdiraient et volumiseraient le missile, tout en nécessitant des métaux liquides comme le sodium et le potassium. On ignore quelle option les ingénieurs russes ont retenue, mais la complexité d'ajouter des échangeurs de chaleur rend le circuit ouvert logique, surtout si l'on considère que la Russie voulait développer ce missile rapidement. Une autre différence majeure entre le Burevestnik et le Kh-101, dont il s'est clairement inspiré comme modèle, est l'emplacement des ailes, qui sont situées sur le dessus du fuselage, selon les journalistes russes. Les ailes du Kh-101 sont juste sous le fuselage. L'ogive à bord du nouveau missile sera presque certainement nucléaire, bien que le poids exact de la charge et la puissance de l'explosion soient inconnus. Lors de sa présentation, Poutine a affirmé que le missile a une portée de vol pratiquement illimitée. Le missile de croisière, volant bas, furtif, doté d'une ogive nucléaire, à portée illimitée, trajectoire imprévisible et capable de contourner les interceptions, est invulnérable aux systèmes de défense antimissile existants ou avancés. Fin de citation. Nous tenterons plus tard de répondre à la question de savoir dans quelle mesure cette description est exacte et si les missiles à propulsion nucléaire sont réellement aussi invulnérables que le dirigeant russe voudrait nous le faire croire. Mais ce que nous savons jusqu'à présent sur ce modèle spécifique, c'est qu'il est clairement parti du mauvais pied. Des essais infructueux. Le Burevestnik a été développé par l'Institut Pan-Russe de recherche scientifique en physique expérimentale de Sarov et il a été fabriqué chez MPO Novator à Iekaterinbourg, une entreprise spécialisée dans la production de missiles longue portée. Bien que la Russie s'attendait à ce que le Burevestnik soit mis en service d'ici 2027, cette échéance paraissait peu réaliste au départ en raison des nombreux essais infructueux que la Russie, naturellement, a tenté de dissimuler. Néanmoins, l'Initiative contre la menace nucléaire, un groupe qui surveille l'activité nucléaire dans le monde entier, affirme que la Russie a testé le missile au moins 13 fois entre 2016 et 2024. Sur ces 13 essais, seuls 2 ont été partiellement réussis, les autres étant des échecs totaux sans aucun essai complètement réussi. L'un de ces essais a été un échec catastrophique. Le 8 août 2019, 5 ingénieurs nucléaires russes sont morts et 3 ont été blessés lorsque le moteur du nouveau missile a explosé. Et l'incident a été suivi d'un pic de radiation de 40 minutes à Severodvansk, la ville la plus proche du site d'essai.
Au début, le gouvernement russe a voulu dissimuler l'incident, prétendant que l'explosion venait d'une panne de moteur fusée à carburant liquide et minimisant le nombre de morts à seulement 2 ingénieurs. Les responsables occidentaux étaient perplexes, pensant que les scientifiques cherchaient à récupérer un missile nucléaire au fond de la mer Blanche. L'une des principales raisons pour lesquelles les experts occidentaux pensaient que cela était plus probable qu'un essai d'armes à propulsion nucléaire était qu'ils croyaient tout simplement que la Russie n'avait pas les moyens financiers ou technologiques pour développer et produire un missile à propulsion nucléaire en grande quantité. Pourtant, il s'est avéré qu'ils avaient tort. Le directeur du centre nucléaire de Sarov a confirmé que les ingénieurs étaient morts lors d'un test impliquant un propergol radio-isotopique. Le président Poutine l'a confirmé en novembre de la même année. Les responsables russes indiquent que les essais du moteur ont été terminés avec succès, puis un incendie a provoqué son explosion. C'est le test le plus catastrophique du bureau Vesnik, mais il est loin d'être un incident isolé. 2 ans plus tôt, en 2017, le missile a été testé sur le site d'essai de Pankovo, un lieu idéal pour les essais d'armes nucléaires grâce à son isolement sur la côte de l'archipel de Novaya Zemlya dans l'océan Arctique. Le missile n'a alors volé que pendant 2 minutes, a parcouru une distance d'environ 35 km et s'est écrasé dans la mer de Barents. Il faudra attendre la fin de l'année 2025 en octobre pour être précis, pour que la Russie réalise enfin un essai réussi. Le chef d'état-major général, Valery Gerasimov, a annoncé que le bureau Vesnik avait été lancé, avait volé pendant environ 15 heures et parcouru une distance d'environ 14 000 km, soit 8 700 miles, sans aucun problème. Il a également souligné que cette distance n'est pas la limite du missile, ce n'était que la limite du test. Le missile est aussi une arme à basse altitude, capable de voler à seulement 50 mètres du sol, soit environ 160 pieds, pour éviter la détection, et il manœuvre très efficacement. Lors du test, Bureau Vesnik a montré une grande capacité à contourner les systèmes antimissiles et de défense aérienne. Avec cela, la Russie semble avoir plus ou moins perfectionné la conception, ce que Poutine avait déclaré qu'ils accompliraient, je cite, « quoi qu'il arrive », et ce, dès 2019. Le nouveau missile n'était pas encore en service lors de l'enregistrement, et l'incertitude demeure sur la diffusion du bureau Vesnik dans l'arsenal russe, car le budget russe est beaucoup trop sollicité depuis que le pays est entré en guerre avec tout le monde. Même si la superpuissance de l'Est parvient à produire en masse le missile nucléaire à portée illimitée, la conception présente des défauts. Le problème avec le bureau Vesnik est tous les aéronefs à propulsion nucléaire. Contrairement aux turboréacteurs qui compriment l'air, le mélangent au carburant et le brûlent pour produire de la poussée, les aéronefs à propulsion nucléaire, y compris les missiles, remplacent pour les moteurs à réaction par un réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire chauffe l'air à une température extrême et génère de la poussée sans brûler de carburant, ce qui résume le fonctionnement d'un aéronef à propulsion nucléaire. La raison pour laquelle il peut voler indéfiniment, du moins en théorie, c'est parce qu'il est pratiquement impossible de manquer de carburant. Les réacteurs nucléaires ont des limites, mesurés en années plutôt qu'en heures. Les petits réacteurs, comme celui du bureau Vesnik, sont plus limités que ceux des centrales ou des porte-avions. Cependant, installer un réacteur nucléaire dans un avion pose certains problèmes. Chronologiquement, le premier problème à surmonter était de rendre les réacteurs nucléaires suffisamment petits pour tenir à bord de quelque chose d'aussi petit qu'un avion à réaction ou un missile. Vous vous souvenez sûrement de la scène du premier Iron Man où Obadiah Stane presse les ingénieurs de Stark Industries de miniaturiser la technologie du réacteur de Tony Stark, affirmant qu'elle existe déjà et qu'il leur suffit de la rendre plus petite. Tony Stark a construit ça dans une grotte. C'est un peu le même problème avec les réacteurs nucléaires utilisés pour alimenter des avions. Il faut réduire un objet de la taille d'un pick-up pour qu'il tienne dans un missile de croisière. Les réacteurs nucléaires sont lourds, ce qui n'est pas idéal pour un avion devant voler vite et rester agile lors de manœuvres complexes. Pour aggraver les choses, si vous cherchez à installer un réacteur nucléaire à bord d'un véhicule en mouvement avec des êtres humains à l'intérieur, il faut prévoir un blindage, et le blindage contre les radiations est généralement très lourd car il est fait de plaques d'acier et de métaux complexes. Pendant la course entre l'URSS et les États-Unis, pour voir qui pourrait développer le premier avion nucléaire, jugé si important pour l'URSS qu'ils ont ordonné à tous les bureaux de conception liés aux bombardiers d'abandonner tous les projets et de se concentrer uniquement sur le projet d'avion nucléaire, aucun des deux pays n'a complètement résolu ce problème. L'URSS a mis en service, ou plutôt a fait voler, le Tupolev Tu-95, un avion nucléaire expérimental qui a effectué son premier vol en 1961. Le Tu-95 à l'origine, un avion bombardier, était équipé d'un réacteur nucléaire dans sa soute à bombe. De nombreuses adaptations ont été nécessaires pour que l'avion embarque le réacteur. Ces mauvaises performances aérodynamiques dues au poids du réacteur ont aussi exigé d'autres modifications.
Plus de 40 vols de recherche ont été effectués jusqu'en 1969, rien que pour tester la contrainte exercée sur l'avion en raison du poids combiné du réacteur et du blindage, ainsi que l'efficacité du blindage lui-même. Aux États-Unis, plusieurs programmes étaient aussi menés pendant ce temps. En fait, le pays qui s'est solidement imposé comme la plus grande superpuissance mondiale après la Seconde Guerre mondiale a reconnu le potentiel de l'énergie nucléaire et a commencé à développer de nouvelles technologies avec celle-ci dès 1946. Deux objectifs figurèrent au tableau: concevoir un avion et un missile à propulsion nucléaire, ce qui est ironique pour le missile, puisque leurs rivaux réussiront cela 70 ans plus tard. 4 projets de réacteurs distincts ont été menés à divers moments entre la fin des années 40 et les années 60 pour atteindre cet objectif. Après de nombreux vols d'essai avec des réacteurs nucléaires à bord d'un bombardier B-36 Peacemaker modifié, principalement pour tester la réaction de l'avion au poids et l'efficacité du blindage. Comme pour les essais soviétiques, les États-Unis ont totalement abandonné ces projets. Bien que l'idée d'un bombardier stratégique capable de rester en vol jusqu'à une semaine d'affilée soit séduisante à sa manière, une autre technologie était en cours de développement par les deux superpuissances en même temps. Les missiles balistiques intercontinentaux étaient alors bien plus proches de la réalité que les avions à propulsion nucléaire. Outre le poids, les Soviétiques et les Américains ont aussi dû gérer la chaleur intense des réacteurs nucléaires, comme mentionné au début de cette vidéo. Bien qu'un avion puisse être protégé d'un objet très chaud à bord grâce à un blindage approprié, les choses peuvent facilement mal tourner, et la plupart des pilotes ne se sentiraient pas en sécurité avec un réacteur nucléaire émettant une chaleur aussi intense à bord de leur avion. L'Aircraft Reactor Experiment, l'un des 4 projets de réacteurs pour avion, a développé le premier réacteur utilisant un combustible à sel fondu circulant. Le réacteur devait théoriquement fonctionner 1000 heures, en passant autant de temps que possible à sa puissance maximale de 3 MW. Le résultat de cela était une température de pointe de 860 degrés Celsius, soit 1580 degrés Fahrenheit. Le réacteur Pratt Whitney Aircraft Reactor 1, un autre projet de réacteur destiné aux avions, maintenait une température stable d'environ 675 degrés Celsius, soit 1247 degrés Fahrenheit. La température à la sortie d'air du bureau Vesnik était comprise entre 1400 et 1600 degrés Celsius, soit entre 2552 et 2912 degrés Fahrenheit, alors que la température au centre externe du combustible, à quelques centimètres, serait bien plus élevée. La plupart des matériaux de réacteurs classiques sont incompatibles avec le missile russe, car ils font draine. On ignore comment ce problème a été résolu pour le bureau Vesnik, mais 2 solutions possibles existent. Le missile pourrait utiliser une structure en céramique fermée, solution en circuit fermé, car les céramiques résistent mieux à la fusion grâce à leur structure. Nous avons déjà abordé ce sujet en détail dans notre vidéo sur le YG-17 sur Megaprojects. Le problème avec cette théorie, c'est qu'une structure fermée ajouterait du poids, et les céramiques peuvent être fragiles, devenant simplement un autre élément susceptible de se briser en plein vol. Une autre solution, évoquée par des journalistes russes sans confirmation, serait d'utiliser des trous de forage. Ces trous favoriseraient la circulation de l'air pour refroidir naturellement le réacteur en vol. Mais le problème, c'est qu'un réacteur ouvert relâcherait des particules très radioactives dans son sillage. Cela pose aussi problème car les variations de vitesse, de vent et de cap influenceraient le refroidissement du réacteur. Lors d'une rafale de vent arrière, la vitesse d'air entrant baisse, réduisant le refroidissement et augmentant la température. Bien que ce soit un problème pouvant être résolu par des systèmes de sécurité qui augmenteraient la température de sortie de l'air et accéléreraient le missile jusqu'à sa vitesse de croisière si cela se produisait, l'air n'est pas le seul problème. Le missile volant à basse altitude est gêné par la poussière, les débris, les feuilles, la neige et la pluie. Même si ces problèmes sont évités ou résolus, les variations de température, pression et humidité extérieure influenceraient la réactivité du réacteur, rendant le missile difficile à utiliser en pratique. Tout cela pour dire que la conception même et l'utilisation prévue des missiles à propulsion nucléaire les rendent extrêmement sensibles aux baisses et aux hausses d'activité du réacteur, ce qui peut les faire s'écraser très facilement. Ils sont tout simplement aussi sensibles que ça. Quelle que soit la solution, on suppose que les ingénieurs russes ont résolu le problème thermique. La difficulté à trouver des solutions mène à la troisième raison, sans doute la plus importante, qui rend l'utilisation de réacteurs nucléaires à bord des aéronefs si complexe. Ces choses le sont vraiment compliquées. Les rendre plus petites les rend encore plus compliquées, et une conception plus complexe est plus sujet aux problèmes. Un exemple est un incident marquant la fin du programme expérimental de réacteurs pour avions. Lors de la montée en puissance pendant le vol d'essai, le réacteur a dû être arrêté car la pompe principale à combustible a commencé à fuir des gaz et des vapeurs de fission, qui étaient le résultat de la fission nucléaire.
Des joints défectueux dans certains panneaux électriques ont laissé passer des gaz, entraînant l'arrêt du réacteur par les détecteurs de radiation. C'était le seul incident lors des essais, mais cela montre combien les choses peuvent vite mal tourner avec un réacteur nucléaire, surtout à bord d'un avion. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les Américains ont renoncé à l'avion nucléaire. Le programme n'a survécu que grâce à la course à l'espace et à l'idée qu'une telle arme serait utile, mais il est vite apparu que ce n'était pas viable financièrement et que les missiles balistiques intercontinentaux étaient une meilleure solution à long terme. Passons à aujourd'hui, et Chris Spedding de Basic a analysé le Burevestnik et a souligné à quel point le missile serait vulnérable en plein vol. Cela ne s'applique pas seulement au Burevestnik, mais à toutes les conceptions d'aéronefs à propulsion nucléaire. La pluie, les oiseaux et de fortes rafales de vent à basse altitude modifient l'air entrant dans le missile de croisière, dégradant ainsi le réacteur. Si le réacteur venait à tomber en panne en vol, le missile s'écraserait en mer ou sur terre, et le nettoyage serait non seulement extrêmement dangereux et complexe, mais aussi coûteux et nécessaire, car sans cela, la contamination serait généralisée. L'incertitude est trop grande pour que les missiles et avions à propulsion nucléaire soient enviables, mais cela n'a pas empêché la Russie de produire le Burevestnik. La géométrie simple est une autre raison pour laquelle les missiles à propulsion nucléaire sont difficiles à construire. Le combustible du réacteur, qu'il s'agisse de blocs d'oxyde d'uranium ou d'assemblage combustible de type Pinstar, doit être installé avec précision pour assurer un fonctionnement optimal. Cependant, quand le missile vole à basse altitude et manœuvre autour du terrain et des défenses ennemies, des forces d'inertie interviennent. Le combustible doit supporter cela, ainsi que les turbulences habituelles, sans perturber le flux de neutrons, soit la distance parcourue par les neutrons libres. Et sans entrer trop dans les détails du fonctionnement d'un réacteur nucléaire, nous allons simplement résumer en disant que le flux de neutrons est crucial pour la stabilité du réacteur et qu'il ne faut surtout pas le déstabiliser. Si la géométrie du combustible change trop fortement et trop rapidement, la réactivité augmente soudainement, ou l'inverse. Si le combustible s'éloigne trop, la réactivité chute, réduisant la poussée et provoquant la chute du missile. Le combustible doit être disposé de manière à atténuer les forces d'inertie et la turbulence, ou bien la conception doit trouver un autre moyen de gérer ce problème sans affecter le fonctionnement du réacteur. On ignore comment la conception russe a abordé ce point. Un dernier souci propre aux missiles à propulsion nucléaire concerne le contrôle et la furtivité. Puisque vous voulez généralement que votre missile atteigne la cible secrètement sans que les systèmes de défense ennemis ne l'abattent, vous ne pouvez pas avoir un opérateur de missile qui émet et reçoit des commandes. La furtivité était cruciale car le Burevestnik vole bas et lentement, devenant une cible facile pour les intercepteurs s'il laisse repérer. Une fois lancé, votre missile nucléaire est alors autonome. Non seulement il doit naviguer de façon autonome, mais il doit aussi contrôler le réacteur de manière autonome, ce qui est une tâche monumentale, car les réacteurs sont généralement surveillés et contrôlés par un groupe d'experts hautement qualifiés qui sont physiquement présents. Le système chargé du réacteur, qui se trouverait à bord du missile, doit également résister à des rayonnements intenses. La solution à ce problème utilisé par le Burevestnik est, comme pour la plupart des autres problèmes, inconnue, ce qui commence à ressembler à un code pour dire que nous n'avons pas encore trouvé la solution, mais que nous voulons que nos rivaux pensent que nous l'avons fait. Lorsque vous combinez tout ce qui a été dit jusqu'à présent, l'extrême réactivité d'un réacteur nucléaire volant au moindre changement dans son environnement immédiat. Le danger des débris volants, les problèmes thermiques, la dispersion radioactive, la propension de ces systèmes à tomber en panne, leur non-viabilité financière, le manque d'autonomie et de durabilité des contrôles embarqués, ainsi que la catastrophe possible en cas de crash. Inspirez profondément. Une question se pose. Pourquoi la Russie a-t-elle construit cela ? Un changement de donne pour la défense aérienne. Cette arme a peut-être été développée pour montrer que la future doctrine russe mise sur la surprise stratégique et la neutralisation des systèmes d'alerte précoce, mais ce n'est pas la seule raison. Il existe une théorie selon laquelle la seule raison pour laquelle la Russie s'est lancée à fond dans la conception d'un missile à propulsion nucléaire serait simplement de montrer qu'elle en a la capacité technologique. Cependant, ce serait absurde, pour le moins. Tout d'abord, la dissuasion nucléaire concerne autant la capacité elle-même que la communication de cette capacité aux rivaux d'un pays et le développement d'une force destructrice crédible. Ce passage n'effraiera guère les adversaires de la Russie en ce qui concerne le Burevestnik, car le missile a échoué plus d'une douzaine de fois, causant la mort de quelques ingénieurs et n'a réussi qu'une seule fois en test. Ce seul essai réussi ne garantit pas une performance réelle, car de nombreux problèmes peuvent survenir avec un missile à propulsion nucléaire, comme vu au chapitre précédent. Oui, en théorie, le missile pourrait patrouiller plusieurs jours et trouver un chemin sûr vers ses cibles. La frappe serait aussi dévastatrice. Mais si la probabilité que le missile s'écrase en vol est élevée à cause de sa complexité et vulnérabilité, on ne peut qualifier cette arme de fiable.
Le fonctionnement efficace d'un missile à propulsion nucléaire reste presque impossible, même avec un système quasi parfait. Et développer un missile surconçu mais pratiquement pas si utile, juste pour montrer au monde entier que vous en êtes capable, est un énorme gaspillage de ressources. Le bureau des SNIC ne pouvait être utilisé que comme arme de première frappe, grâce à sa furtivité. Après la première frappe, il aurait peu d'utilité car le secret serait éventé. Ensuite, les ICBM deviennent l'arme principale. Alors pourquoi investir toutes ces ressources dans une arme aussi sensible, à l'utilité pratique limitée et sans aucune garantie qu'elle fonctionnerait réellement bien? Les dirigeants russes ont partiellement répondu à cette question. Le développement nucléaire est souvent justifié comme nécessaire pour rivaliser avec les États-Unis. Par exemple, l'annonce du système antimissile Golden Dome a été condamnée par le Kremlin, et la même logique s'applique ici. Quelques semaines avant le premier essai réussi du bureau des SNIC, Poutine a mentionné le Golden Dome, disant qu'il pourrait annuler nos efforts pour maintenir le statu quo dans le domaine des armes offensives stratégiques et que la Russie, je cite encore, répondra de manière appropriée dans ce cas. Il n'a pas dit clairement que le bureau des SNIC a été créé à cause du Golden Dome, mais il s'est vanté de la capacité du bureau des SNIC à contourner les défenses antimissiles. Nous pourrions faire remonter cela jusqu'en 2018, lorsque le bureau des SNIC était dans sa phase de test douteuse. Lors de son discours, Poutine a affirmé que le bureau des SNIC et d'autres armes avaient été conçus pour contourner les défenses antimissiles, en réponse au retrait des États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques. Sans surprise, Poutine se contredit un peu ici, car lorsque les États-Unis se sont initialement retirés du traité, il a déclaré que cette décision ne menaçait pas la sécurité nationale russe, car la Russie disposait déjà de missiles capables de contourner la défense antimissile. L'objectif ultime du bureau des SNIC, du moins selon le Centre d'études stratégiques et internationales, n'est pas d'indiquer que la Russie souhaite utiliser cette arme contre l'Ukraine. Au lieu de cela, il s'agit d'un test pour le leadership américain, destiné à dissuader les décideurs américains de poursuivre des politiques qui menacent les intérêts russes, y compris les transferts d'armes américains et les politiques lors des négociations pour un accord de paix en Ukraine, et à encourager les États-Unis à accepter un accord informel d'1 an pour respecter les limites numériques du traité New START sans inspection. New START est un traité de réduction des armes nucléaires signé entre les deux pays en 2010. La Russie cherche à convaincre les États-Unis qu'elle peut moderniser et accroître sa capacité nucléaire, et le bureau des SNIC participe à cette rivalité nucléaire entre les deux pays. Mais nul ne sait à quel point sa mise en service est proche. La Russie prévoit son entrée en service en 2027, mais il serait insensé de croire aveuglément les responsables russes. Poutine appelle les forces armées à passer à la phase d'opérationnalisation avec le bureau des SNIC et à déterminer à quelle catégorie d'armes appartient ce nouveau système. Identifier les modalités d'emploi possibles et commencer à préparer l'infrastructure pour l'intégrer dans nos forces armées. Mais Poutine lui-même a également déclaré qu'il s'agit d'un processus, en commentant qu'un travail considérable doit être accompli afin de placer cette arme en service opérationnel. Bientôt, de nouveaux essais seront annoncés et la catégorie historique de service sur Wikipédia passera de « en développement » à « en service actif ». Mais va-t-elle passer d'un simple projet tape à l'œil influencé par la pensée de l'époque de la guerre froide à une arme ayant une utilité pratique sur le terrain? Eh bien, nous espérons vraiment que non. Merci d'avoir regardé.